Voilà, bonjour Marie. Bonjour. Le 5 octobre 2017, l'affaire Weinstein éclabousse Hollywood. Les révélations du New York Times et du New Yorker sur les accusations d'agression, de viol et de violence commises par ce producteur de cinéma américain font le tour de la planète grâce à Twitter. Et c'est sur cette même plateforme que naît le hashtag MeToo. Alors MeToo provoque une vague de témoignages dénonçant les violences sexistes dans le cinéma, dans la rue, au travail, dans le couple, au sein de la famille. Les chiffres sont vertigineux. En 3 mois seulement, ce sont 3 millions de tweets MeToo qui sont recensés par Twitter et 17,2 millions en un an. MeToo passe du phénomène viral au mouvement social féminin du 21e siècle. Il faut remarquer les universitaires. Et MeToo se décline en MeToo théâtre, puis en MeToo politique. 5 ans après ce qui semblait être une prise de conscience internationale sur le harcèlement sexuel, voire une révolution. Quel bilan dresser? On en parle avec vous, Marie Coquille-Chambel. C'est vous qui avez lancé le hashtag MeToo théâtre il y a un an. Alors avant de faire le bilan des 5 ans de MeToo, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de ce mouvement. Je le disais, un mouvement qui date du 5 octobre 2017. L'affaire Weinstein fait le tour du monde. Il est accusé donc d'agression, de viol et de violence. L'actrice américaine Alyssa Milano réagit à ces révélations et tweet MeToo. Elle évoque les violences sexistes et sexuelles auxquelles elle a dû faire face durant sa carrière. En quelques heures, l'expression devient virale. Et l'actrice est considérée comme la fondatrice du mouvement qui fête ses 5 ans. Et pourtant, il n'en est rien. C'est Tarana Burke qui est à l'origine du mouvement MeToo. Dès 2016, cette travailleuse sociale d'ascendance afro-américaine fondait l'association MeToo pour lutter contre les violences sexuelles commises sur les petites filles noires. Alors c'est une invisibilisation qui, elle le reconnaît, a été difficile à vivre et elle l'explique par le biais de classe et de race en ces mots. Si MeToo est devenu viral, c'est parce que les victimes étaient des femmes très privilégiées, riches, célèbres, et surtout blanches. Même les célébrités noires n'ont pas été incluses dans le mouvement. Marie Coquille-Chambel, est-ce que vous partagez son analyse ? Complètement. En fait, il faut voir déjà dans le témoignage sur Twitter ou dans les médias, savoir qui peut parler, savoir quelles sont les femmes qui ont la possibilité même de s'exprimer. Et pas simplement dans les médias, parce qu'évidemment, ça va être des femmes blanches bourgeoises qui vont être d'autant plus entendues sur ces sujets-là. Mais il y a aussi le moment où on se dit, est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'on n'est pas trop précaire pour pouvoir s'exprimer, faire en sorte de ne plus avoir de travail? Parce que c'est ce qui arrive aussi à pas mal de femmes qui s'expriment. Et donc oui, forcément que c'est plus compliqué pour certaines personnes de témoigner. Il faut aussi voir qui peut s'exprimer dans les médias, qui peut faire en sorte de s'exprimer sur Twitter, qui a assez de visibilité pour pouvoir s'exprimer là-dessus aussi. Et c'est tous ces enjeux-là qui sont dans MeToo. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tous les enjeux de classe, de race et même de genre, en fait, dans MeToo. C'est-à-dire que les femmes vont être beaucoup plus entendues que les hommes gays, par exemple. Donc, après ces 5 ans de MeToo, on voit bien qu'il y a encore certaines communautés qui ne peuvent pas totalement s'exprimer sur ce sujet-là. Donc il y a un an, vous enflammiez les réseaux sociaux depuis votre témoignage. Il a été posté le 7 octobre. Demain, ça fera un an. Je vais reprendre ce tweet qui est très violent et difficile. J'ai été violée par un comédien de la Comédie Française pendant le premier confinement. Pendant que je faisais un malaise, il est toujours membre de la Comédie Française, même si la direction est au courant d'une plainte déposée. Des milliers de messages de soutien et de récits similaires ont été publiés. Vous avez déposé plainte. Le tribunal correctionnel a condamné cet été donc l'auteur des violences, Nazim Boujna, pensionnaire de la Comédie Française, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour les menaces de mort à votre rencontre, il a été en revanche relaxé pour les violences pour lesquelles il a été poursuivi. Vous tweetez « Justice a été rendue aujourd'hui ». Vous avez été reconnu dans votre statut de victime, c'est félicité votre avocate. Le mouvement MeToo Théâtre est sorti aux éditions Libertalia en juin dernier. Les choses semblent avancer et pourtant, vous dressez un bilan plutôt sombre de ces 5 ans de MeToo. Oui, parce que premièrement, on est en plein backlash féministe, c'est-à-dire que ces 3 derniers jours, dans des médias dits de gauche traditionnels, on a pu voir la une de Libé sur Julien Bayou, qui accuse des femmes qui ont juste désiré s'exprimer entre elles sur des violences psychologiques qu'elles auraient subies. Et là, on va dire que c'est limite une milice privée
qui s'organisent avec le terme de surveillance, que je trouve absolument exécrable, et comme si les femmes ne parlaient pas entre elles, comme si les femmes ne se prévenaient pas entre elles. Il y a aussi l'article du Monde sur Sandrine Rousseau qui était absolument insupportable. On a le manifeste de la féminité fait par Dora Muto et Marguerite Stern, qui s'attaquent directement aux féministes et aux personnes trans. Et puis l'instrumentalisation qui est faite des mouvements révolutionnaires en Iran. C'est absolument insupportable de voir que n'importe quelle femme qui est politisée peut s'en prendre plein la gueule en ce moment, alors qu'on est en train, soi-disant, de rendre hommage à toutes celles qui ont réussi à témoigner sur des violences qu'elles ont subies, des violences qu'elles soient de l'ordre du psychologique, du harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle et du viol, et de dire que, en fait, aujourd'hui, on fera corps ensemble pour lutter contre ça, et on préfère faire quoi ? On préfère dire que MeToo va trop loin. Mais MeToo va trop loin pour qui ? C'est-à-dire que nous, en tant que militantes féministes, on n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a maintenant, c'est celui qui est médiatique, celui de la parole, c'est celui du soutien, mais on n'a aucun poids juridique. Vous dites quelque chose de très fort dans un article paru dans Mediapart. Aujourd'hui, en 2022, on incite les femmes au silence. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu sur CNews Elisabeth Lévy dire qu'aujourd'hui, il y en avait marre et qu'il faudrait vraiment que les victimes se taisent, voire qu'on leur interdise de parler. Et ça m'avait absolument choquée, et personne ne réagissait sur le plateau, alors que, d'habitude, ça s'engueule quand même pas mal. Et là, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une nouvelle façon de s'organiser chez les hommes qui sont accusés, qui vont directement maintenant porter plainte pour atteinte à la présomption d'innocence, diffamation ou dénonciation calomnieuse. On sait le PDA notamment. Oui, et moi aussi j'ai été jugée pour atteinte à la présomption d'innocence, mais la demande de mon agresseur a été déboutée parce que, je tiens encore une fois à le rappeler, la dernière fois que j'étais venue sur le média, je l'avais dit, le droit à la liberté d'expression des victimes a la même valeur normative que le droit à la présomption d'innocence. Ce sont des droits qui sont équivalents. Et donc, il y a ces premières plaintes qui peuvent être déposées par les agresseurs, mais aussi, maintenant, ils portent plainte pour des violences conjugales ou du harcèlement moral. Il y a vraiment une sorte d'équivalence de deux choses qui n'ont absolument rien à voir, entre des femmes qui tentent de se protéger et des hommes qui sont violents, et on met ça à égalité, en fait, dans la justice. Et puis surtout, il faut rappeler que les plaintes en diffamation, atteinte à la présomption d'innocence et dénonciation calomnieuse aboutissent quasiment toujours au tribunal. C'est-à-dire qu'au tribunal civil ou quoi que ce soit, ce sera montré. Mais les plaintes pour viol, les plaintes pour violence conjugale, 80% des plaintes pour violence conjugale sont classées sans suite. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a une autre féministe qui semble abonder dans votre sens. Je vous propose d'écouter Anne-Cécile Melfer au micro de RFI et on en discute. Dans ce réquisitoire, je dénonce le gouvernement, les responsables publics et tout particulièrement Éric Dupond-Moretti. MeToo, c'est un cri d'alarme des femmes surtout, mais ça n'a pas été que des femmes d'ailleurs, parce qu'on a eu MeToo inceste, MeToo gay, donc c'est des victimes de violences sexuelles qui ont levé ce tabou qui était millénaire et qui ont fait un cri contre l'impunité. C'était une manière de dire en fait qu'ils n'avaient pas eu reconnaissance de la justice ni de la société, donc voilà, ils passaient par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le bilan en France de ce qui s'est passé au niveau judiciaire, 5 ans après MeToo, est en réalité extrêmement scandaleux. Il y a moins de condamnations aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, 5 ans après MeToo, il y a moins de condamnations qu'avant MeToo. Alors, moins de condamnations, en revanche, il y a plus de plaintes. Les violences sexuelles enregistrées par les services de police et gendarmerie ont augmenté de 33% en 2021, selon le bilan provisoire de la délinquance réalisé par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, c'est ça, les chiffres sont assez inquiétants et à la fois, ça peut témoigner d'une libération totalement de la parole et d'une incitation, en tout cas, des femmes à aller porter plainte au commissariat, d'où cette augmentation de 33%. Oui, il y a une augmentation, mais il y a aussi beaucoup de femmes en fait, qui refusent de porter plainte. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe absolument autour de moi, c'est-à-dire que
je côtoie beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et celles qui vont le mieux sont celles qui n'ont pas porté plainte. Parce que lorsque l'on porte plainte, déjà il faut raconter au commissariat, après il faut raconter à son avocat ou avocate, après il faut faire une expertise psychiatrique pour voir si on n'est pas des menteuses. Ensuite il faut raconter au tribunal si jamais on a la chance de pouvoir aller au tribunal. Et puis on remet notre parole en question tous les mois. Et celles qui, autour de moi, vont bien sont celles qui sont crues tout de suite par leur entourage proche. Et évidemment, ce ne sont pas des cas qui sont médiatisés parce que quand on porte plainte contre une personnalité publique, forcément, ça va être d'autant plus terrible. La riposte sur les réseaux sociaux notamment. Et donc moi, je m'interroge, pourquoi, quand on dit qu'on cherche justice, quand on cherche une réparation, en fait, on va moins bien. Pourquoi on classe autant de plaintes? C'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans la police. Tout le monde est débordé par rapport à ces questions-là. Et surtout, comment on prouve un viol? Même prouver des violences conjugales, ça devient compliqué. C'est traumatisant pour la personne qui les a subies. Exactement. Et puis, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit montrer comme preuve matérielle? C'est-à-dire des photos de bleu. Mais même ça, on peut nous dire, mais on ne sait pas qui vous a fait ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est que la justice est une machine à broyer, et je pense autant du côté des accusés que des victimes. Et pour moi, il faut réellement mettre de l'humanité dans la justice, et ce n'est absolument pas ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que pour certaines plaintes, on peut attendre 2 ans pour avoir une réponse qui, de toute façon, sera un non-lieu. Donc en soi, on a entendu, on nous pose des questions qui sont assez difficiles, plusieurs années après les faits qui ont été dénoncés, et parfois on se retrouve au tribunal et on voit des relax dans des cas mais qui sont limite évidents, et on se dit mais est-ce qu'on me donne réellement mon statut de victime, même si j'aime pas beaucoup ce terme? Est-ce que je dois moi-même faire mon chemin personnel pour me réparer? Est-ce que je dois attendre d'avoir une validation étatique, c'est-à-dire de la justice, pour me considérer comme victime? Et surtout, comment on se répare? C'est ça qui est le plus compliqué. Est-ce que vous trouvez que le ministère des Droits des Femmes a justement un peu plus agi en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, depuis en tout cas la naissance de ce hashtag MeToo? En tout cas, moi, je sais ce qui fonctionne bien, c'est le 3919 que j'avais appelé et qui sont... Enfin, derrière ce numéro, il y a vraiment des femmes qui sont incroyables. Et si jamais des femmes qui sont victimes de violences sexuelles ont besoin de parler à quelqu'un, le 3919, vraiment, j'avais peur de savoir sur qui je pouvais tomber. Et c'est juste des femmes incroyables de gentillesse, de bienveillance et qui sont très précises aussi sur les enjeux juridiques derrière. Il y a aussi le CIDFF, qui est un organe qui permet aussi d'accueillir au niveau juridique des femmes victimes de violences. Et en fait, j'ai l'impression que ce ne sont pas les ministères ni de la justice, ni celui pour l'égalité femmes-hommes. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est les réseaux de solidarité qui sont faits par des associations. C'est d'avoir du soutien sur les réseaux sociaux, c'est d'en parler autour de soi. Et de se réunir surtout entre nous. Et je pense que c'est ça qui sauve. Je vous propose d'écouter un autre témoignage, celui de Mathilde. Elle était invitée dans l'émission à l'air libre. Elle nous explique justement à quel point, encore aujourd'hui, il est compliqué pour une femme victime de violences sexuelles et sexistes de se rendre au commissariat. Une empathie qui manque, une compassion qui manque aussi encore aujourd'hui pour les femmes qui révèlent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles. Et aussi une incompréhension, justement, comme on le disait tout à l'heure, de à quel point c'est difficile déjà pour soi-même se dire qu'on va passer la porte d'un commissariat. Et si on inclut les réseaux sociaux, par exemple, dans le tribunal médiatique, parce que c'est maintenant le réseau social est considéré aussi comme un média, je pense qu'à force aussi de se dire qu'on n'a pas accès, peut-être pas pour la majorité d'entre nous, mais pour certaines d'entre nous, à force de vivre dans l'inconfort, si ce n'est la détresse de ne pas avoir accès justement à la justice via le tribunal judiciaire, juridique, le seul tribunal qui reste, ça va être celui de la parole libre sur les réseaux qui, encore aujourd'hui, nous le permet. Et encore, vous le faisiez remarquer, Marie, c'est que la parole, c'est un droit limité, puisqu'elle ne nous permet pas d'obtenir justice, et il y a le fameux parole contre parole. Oui, une juge d'instruction me disait ça encore la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a besoin de preuves qui soient matérielles. Mais quelles sont les preuves matérielles quand on est victime de viol conjugal ?
Est-ce que c'est de vérifier s'il y a eu un rapport sexuel, quoi qu'il advienne, mais si on est en couple avec une personne, il peut très bien y avoir un rapport consenti la veille et un rapport non consenti le lendemain. Donc comment on prouve ça? C'est-à-dire c'est avec... en tout cas, le gros problème pour moi dans la justice, c'est qu'il y a des expertises psychiatriques qui sont faites sur les victimes, mais pas sur les accusés. C'est-à-dire qu'on va chercher tout chez la victime, le nombre de partenaires qu'elle a eu, son enfance, savoir si possiblement elle a des névroses ou quoi que ce soit, et jamais pour les accusés. Ce qui est une violence supplémentaire en tout cas. Et en tout cas, il y a aussi plusieurs féministes qui parlent du bon viol et du mauvais viol. Le bon viol, c'est celui où on traîne seul le soir et qu'un inconnu vient et viole la femme en question ou l'homme en question. Et ça, c'est plus facilement prouvable, en fait, avec des caméras ou quoi que ce soit. Et les enquêtes arrivent à terme à ce moment-là. Mais l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est le foyer. Et c'est... je ne sais plus les chiffres exacts, mais pour les femmes victimes de violences, c'est pratiquement toujours dans l'entourage proche. Donc comment on prouve à partir de ce moment-là ? C'est-à-dire que tellement de femmes, de féministes, de juristes, d'avocates ont théorisé sur ces questions-là, et j'ai la sensation qu'on n'écoute pas, qu'on donne des solutions, mais qu'on ne nous écoute pas. Malheureusement, oui, c'est ce qu'on dit en droit, le temps efface les preuves. Et justement, il en faut du temps aux victimes pour pouvoir trouver les ressources et aller au commissariat. Alors, je me permets une question qui peut être gênante, je peux l'entendre pour des victimes de violences et de viols. Il y a aussi, on vit dans un système de droit et le principe du contradictoire est un principe cardinal d'un procès équitable. Est-ce que vous pouvez ça aussi? Est-ce que c'est possible aussi de pouvoir entendre que l'on doit recueillir la parole de ces auteurs sans pour autant que cela soit interprété comme une incrimination des victimes? C'est pour ça que je dis que pour moi, il faudrait qu'il y ait aussi des expertises psychiatriques faites pour les accusés. C'est-à-dire qu'on soit véritablement à égalité sur tout ce qui est demandé dans la justice. Parce que généralement, pour les hommes accusés de violence, il y a une seule convocation au commissariat qui peut aussi être accompagnée d'une garde à vue et d'une confrontation derrière. Généralement, c'est ce qui se passe. Et puis après, la plainte sera classée ou non. Ou parfois, il y a juste une audition libre et la plainte sera classée. Donc on n'est pas du tout à égalité, en fait, sur ce qu'on demande aux femmes victimes et ce qu'on demande aux hommes accusés. Et évidemment que je suis pour l'égalité des droits par rapport à cette question-là. Enfin, je suis même anticarcérale, donc pour moi... c'est pas par la prison qu'on réglera les violences sexuelles, parce que si 1% des violeurs sont condamnés, on se rend bien compte que les violeurs sont autour de nous. Donc c'est pas sur cette question-là qu'on réglera ce gros problème de société. Mais évidemment que je tiens aussi au contradictoire. C'est juste qu'il y a une véritable rhétorique qui est mise en place depuis des années par des hommes accusés de violence. Et encore, ça fait peu de temps qu'on commence à se poser cette question de quelles sont les rhétoriques, quels sont les mécanismes qui sont utilisés. Et c'est compliqué. C'est compliqué quand on est dans un idéal de justice, et c'est compliqué quand on voit le nombre de femmes brisées autour de nous. Mais par rapport à la question des personnalités publiques, on voit bien que les hommes ont le pouvoir des médias. C'est-à-dire que nous, on a le pouvoir des réseaux sociaux, mais eux ont le pouvoir des médias. Leur parole va être beaucoup plus relayée. Sur l'article dont je parlais de Libération qui avait fait la une, aucune des femmes citées n'a parlé. Donc le contradictoire n'était pas respecté par rapport à ces femmes-là. Donc on se rend bien compte, par rapport à Sandrine Rousseau aussi, par exemple, dans Le Monde, qui n'a pas pu avoir un droit de regard sur ce qui était raconté sur elle. Enfin, donc en fait, on fait en sorte que... les femmes n'aient pas les mêmes droits à ce niveau-là. Et puis aussi, on peut se poser une autre question. Ces femmes-là, quand on dit qu'elles mentent, quand on dit que ce sont des hystériques, qui va être dans le contradictoire pour dire que ces propos-là sont pénalement répréhensibles, que c'est soit de la diffamation, soit même de la dénonciation calomnieuse à ce propos des femmes-là. C'est l'une des victimes de Polanski, dont j'ai oublié le nom, qui l'a attaqué en justice
parce qu'il a dit qu'il ne l'avait pas violée. Donc elle a dit, ok, c'est de la diffamation, je vais attaquer à ce niveau-là. Et je pense qu'on devrait faire ça, collectivement. C'est-à-dire que maintenant que les hommes décident de porter plainte pour diffamation, pour violence volontaire aussi, eh ben, il faut toujours renverser pour s'en sortir. Vous le disiez tout à l'heure, Marie, que le coût que supportent les personnes qui osent dénoncer les violences faites aux femmes est beaucoup trop lourd et les risques que vous prenez sont beaucoup trop grands. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre vie a changé depuis que vous avez fait ce témoignage il y a 1 an ? Alors la première fois que j'ai témoigné, c'était il y a 2 ans. C'était en juin 2020, j'avais témoigné des violences que j'avais subies et j'avais posté des photos de mes bleus en fait. Donc ma première médiatisation s'est faite à ce moment-là, mais j'avais refusé de parler à la presse, le temps qu'il y ait le procès, tout ça. Moi, ce qui a changé depuis ce moment-là, c'est que j'ai peur à chaque fois que je rencontre une personne qui n'est pas au courant de mon histoire, qu'on tape mon nom sur Internet, parce que la première occurrence, c'est des photos de mes bleus. C'est mon visage en sang, en fait. Ensuite, là, je travaille dans quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai peur que ma direction, un jour, se rende compte de qui je suis. Et puis, ça a forcément un impact dans l'intimité. Je me rappelle notamment de garçons qui m'avaient dit qu'ils auraient préféré ne pas savoir parce que ça changeait totalement leur regard sur moi, parce qu'ils n'osaient pas se faire certaines choses. Et, enfin, moi, je répondais que je préférais ne pas l'avoir subi. Ensuite, moi, ça fait 2 ans que je suis cyberharcelée. Il y a eu un compte Facebook fait un peu comme le compte parodique de Sandrine Rousseau, mais sur moi, avec mon visage déformé ou ce genre de choses pour vraiment se foutre de ma gueule et tout ça. Et puis, moi, je suis endettée de 10 000 € en fait, parce que les frais de justice, ça coûte cher. Et puis quand on nous attaque après, on atteint à la présomption d'innocence, faut se défendre. Et du coup, on n'a plus juste le statut de victime, on a aussi celui d'accusé. Et puis ça change tout le temps. Et puis oui, la haine qu'on se prend tous les jours ou les rumeurs à son sujet. Enfin, moi, dans le milieu théâtral, il y a des gens qui me croient, il y a des gens qui ne me croient pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Donc on devient un peu parano. Et on est beaucoup à vivre aussi dans l'appréhension de nouvelles rencontres, dans l'impossibilité de se reconstruire parfois. Moi, j'ai de la chance d'aller vraiment bien, mais c'est pas le cas de toutes. Je pense notamment à Guillaume qui avait lancé le hashtag #MeTooGay qui s'est suicidé. Donc, on ne survit pas tous et toutes à notre témoignage. Et puis après, il faut aussi l'assumer. Moi, ce qui m'a aidée, ça a été vraiment de politiser tout ça, d'être en contact avec des femmes qui ont vécu les mêmes violences que moi, et puis surtout d'avoir d'avoir l'impression d'aider des femmes autour de moi, parce que je me refuse qu'une femme puisse sentir la solitude que j'ai eue lorsque j'ai porté plainte et que je ne savais plus qui me croyait ou qui ne me croyait pas. Et il y a même certains moments où je me dis, mais est-ce que même mon avocate me croit ? Parce qu'on remet tellement toujours notre parole en question que même nous, on commence à douter, en fait. Et c'est ça qui a un peu évolué dans ma vie aussi, c'est-à-dire la certitude. Alors qu'on a l'inscription des coups, l'inscription du viol dans notre corps, c'est dans notre chair, et ça nous le rappelle à chaque fois qu'on a quelqu'un de trop près, les syndromes post-traumatiques, ce genre de choses. Et puis, il faut réussir à y survivre et à aller mieux. Et malgré l'histoire tragique et traumatisante que vous avez vécue, vous concluez par un message d'espoir dans cet article. Vous dites « Nous ne sommes qu'au début de la révolution féministe et on y arrivera, une barricade au milieu des pavés, leur monde est vieux et va mourir. » Oui. C'est une comédienne qui m'avait dit ça, leur monde est vieux et va mourir, quand elle voyait qu'à la Comédie Française, il y avait beaucoup de résistance en fait, face à moi. Et en fait, j'y crois. C'est-à-dire voir quelles sont les personnes qui aujourd'hui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, je vois, moi, juste les élèves que j'ai, comment elles sont vraiment plus alertes sur ce sujet que moi, je l'étais quand j'avais 15 ans, et qui savent nommer une agression. Moi, c'était pas forcément le cas avant. Et puis même chez les jeunes garçons, j'ai l'impression que l'idée du consentement est en train d'être apprise, donc j'ai vraiment espoir. Et puis, on voit qui s'attaque à nous dans les médias ou non.
Et généralement, ce n'est pas des personnes jeunes. Donc, leur monde va disparaître et nous, on sera toujours là et on pourra voir le moment où les femmes seront vraiment prises en considération. Merci infiniment, Marie Coquille-Chambel, pour votre engagement. Merci également à vous d'avoir suivi ce Toujours debout, cette quotidienne libre et indépendante sur notre projet de Canal 24/7 qu'on tente d'imposer sur la TNT. Alors bien sûr, ce projet ne peut se faire sans vous. Vous êtes la garantie de notre liberté, de notre indépendance. Nous devons absolument atteindre l'objectif de 12 500 abonnements payants les prochaines semaines où nous serons contraints de tout arrêter. Il est important de faire entendre des voix comme celle de Marie qu'on vient d'entendre ce soir. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien et on vous donne rendez-vous lundi sur notre antenne 24/7 dès 13h pour les flash infos du jour, puis à 18h30 pour le premier Toujours debout de la semaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.